Mes chers camarades, bonjour à toutes et bonjour à tous. Permettez-moi tout d'abord, en commençant ce congrès, par saluer la mémoire de nos camarades disparus depuis notre dernier congrès de La Rochelle en 2009. Et rendons donc hommage à Francis Andrieux, Pierre Avignon, Jean-Pierre Avril, Jean-Bernard Dache, Jean-Yves Henry, Pierre Joly, Daniel Lecard, Jean-Claude Papassian, Pierre Pradier et Jules Verporte. Président, je te demande 1 minute de silence en leur honneur. Je vous demande de vous lever. Merci pour eux. Mes chers camarades, bienvenue au 54e congrès de la Fédération des employés cadres Force ouvrière. Ce 54e congrès est un peu particulier car il est l'occasion de fêter et marquer les 120 ans de notre fédération et même un peu plus que 120 ans, mais nous aurons l'occasion d'y revenir, notamment jeudi après-midi. J'adresse tout d'abord mes plus vifs remerciements à ceux qui ont rendu possible ce congrès et qui ont apporté une aide concrète, précieuse. L'Union départementale FO de Perpignan et son secrétaire général, Jérôme Capdevielle, le comité d'organisation et particulièrement sa présidente, Béatrice Surjus, le personnel de la fédération, la mairie de Perpignan et son maire, Jean-Marc Pujol, le conseil régional et son président, Christian Bourquin, et l'ensemble des institutions qui nous ont fait l'amitié d'être présents et de nous soutenir. Sans oublier, mes chers camarades, l'Office de tourisme et le Palais des Congrès, et particulièrement Véronique Lopez. De nombreux camarades responsables de structures de notre organisation seront présents tout au long de ce congrès. Nous avons un certain nombre de secrétaires d'union départementale, de fédérations, sont présents aujourd'hui. L'UD de Haute-Saône, l'UD du Bas-Rhin, l'UD de l'Aveyron, des Landes, de l'Orne, de Vendée, du Morbihan, du Var, de l'Ille-et-Vilaine, des Pyrénées-Orientales, du Calvados, du Gard, du Puy-de-Dôme, des Charentes-Maritimes, de Haute-Garonne, du Pas-de-Calais, de l'Essonne, de l'Eure, de la Haute-Loire, de l'Aude, du Vaucluse, de la Gironde, des Bouches-du-Rhône, de l'Isère, des Pyrénées-Atlantiques. Sont présentes également les fédérations suivantes, les métaux, ici présents. Seront présents également la FGTA, la FETS, la FAGE, la FGF, les finances, la défense, les cheminots, EFOCOM, la pharmacie. Seront présents également les représentants de la Confédération. Évidemment, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général, jeudi. Philippe Pillet, France Pérez, Marie-Alice Médeuf-Andrieux. Je vais essayer d'oublier personne. Rose Boutaric,
Christelle Gillard, l'assistante de Jean-Claude, Stéphane Lardy, Pascal Pavageau, Patrick Privat, André Thomas et Michel Biaggi. Nous aurons également d'intervenants extérieurs, nos camarades marocains qui devaient intervenir jeudi après-midi. Je me permets, dès le début de ce congrès, de les excuser, car nous avons appris ce matin qu'ils ne pourraient pas être présents à notre congrès et donc intervenir jeudi après-midi, car nos camarades de l'Union marocaine du travail ont déclenché une grève générale dans le secteur des postes et logistiques, et donc une négociation s'ouvre aujourd'hui sous la pression de cette grève générale de ce secteur au Maroc. Merci pour eux, je pense que le soutien d'applaudissements ira jusqu'à leurs oreilles. Nous aurons la présence de Georges Dassis, de la Confédération générale des travailleurs grecs, de Philippe Jennings, le secrétaire général d'Unimonde, et je le disais à l'instant, le secrétaire général de la Confédération Jean-Claude Mailly. Le jeudi après-midi sera consacré à un événement pour notre fédération, son anniversaire, ses 120 ans, et je vous demande donc d'être présents dans la salle qui sera disponible à cet effet dès 14h30 pour y faire honneur. Mes chers camarades, comme l'a dit le trésorier Serge Feugat, nous sommes près de 1500 participants à ce congrès, exactement 1480. C'est dire à la fois l'intérêt, l'engagement et le dynamisme que vous portez à votre fédération, à notre organisation, ces valeurs dans un contexte économique et social extrêmement compliqué et difficile. Je ne vais pas évoquer ici volontairement tous les sujets qui sont repris dans le rapport d'activité, mais les principaux qui nous impactent. La crise que nous continuons de subir a éclaté en 2007 en débutant par une crise financière sans précédent pour évoluer vers une crise économique et sociale que d'aucuns ont comparée à la Grande Dépression des années 30. 6 ans que le tissu économique se délite, 6 ans que le chômage a progressé sans cesse, 6 ans que la précarité se généralise et que la pauvreté s'étale partout. 6 ans que les gouvernements successifs font dans l'incantation sans qu'aucune mesure efficace ne soit prise destinée à remonter la pente, à redonner des marges de manœuvre économiques, à renforcer la République sociale. C'est dur en France, mais mes chers camarades, c'est pire dans beaucoup de pays d'Europe. De fait, l'ensemble du continent européen est en récession, victime de l'absence de relance efficace, victime de l'austérité érigée en paradigme. Oui, mes chers camarades, la vérité est celle-ci. Un chômage européen à 12%, plus de 26% en Espagne, plus de 27% en Grèce, plus de 17% au Portugal et 12% en Italie. Même l'Allemagne, érigée en exemple de vertu austéritaire, voit son nombre de chômeurs progresser. En Allemagne toujours, 8 millions de salariés à temps plein, vivent en deçà du seuil de pauvreté. Partout, c'est le même constat. L'austérité ajoutée à l'austérité aggrave la situation économique et sociale. Et partout, ce sont les jeunes qui en font les frais, avec des taux de chômage qui avoisinent et dépassent les 50%. Les seniors sont jetés comme de vulgaires Kleenex et les jeunes sont purement et simplement sacrifiés. Sans compter que les chômeurs sont stigmatisés. Pensez donc, ils coûtent trop cher. Il faut les contraindre, il faut réduire leurs indemnités. Tiens, n'est-ce pas ce qui se fait en Allemagne, où les lois Hartz ont permis d'obliger les chômeurs de longue durée à accepter n'importe quel job payé 1 € de l'heure pour qu'ils conservent leur indemnité de 400 € mensuels. Mais on peut trouver encore pire, encore plus abject. En Grande-Bretagne, plus de 1 million de personnes sont sous la coupe du contrat 0 heure. Pas de durée de travail, donc pas de rémunération minimum garantie. C'est le salariat corvéable à merci au bon vouloir des patrons. L'esclavage des temps modernes, en somme. Quand l'on entend le mot flexibilité,
Voilà ce que cela recouvre pour bon nombre d'idéologues patronaux et politiques. En finir avec les garanties en durée du travail et en rémunération minimum. Pour ces ultralibéraux, la crise est une opportunité. L'opportunité de détruire petit à petit toutes les garanties et les salariés pour satisfaire la cupidité des marchés financiers et des actionnaires. C'est ce modèle, et je mets de gros guillemets au mot modèle, qui est défendu par ce que l'on appelle communément la Troïka, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque mondiale. Pas un jour sans que les médias ne soient dénoncés le coût de la dette sociale, la complexité du Code du travail, le coût des conventions collectives. Tout cela pèse sur le travail. C'est cela le sens du débat mensonger sur la compétitivité. Baisser le coût du travail en diminuant, voire en supprimant les acquis sociaux les plus importants. Ceux qui garantissent un socle social commun à tous, ceux qui permettent de concrétiser les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, mais aussi solidarité. C'est pour cela qu'avec force et raison, notre organisation, notre confédération rappelle son engagement, son attachement aux valeurs de la République et que toute notre organisation se bat pour qu'elle soit égale pour tous et partout sur tout le territoire. Les revendications partout, tout le temps, la République toujours. Le projet du budget du pays pour 2014 montre l'axe de la politique gouvernementale mieux que tout un discours. Augmentation des impôts azimuts pour les ménages, 10 milliards d'euros en 2013, autant en 2014. Et par contre, une baisse pour les entreprises en 2014 entre 14 et 15 milliards d'euros et dont le crédit d'impôt compétitivité sera financé par les hausses de la TVA. Mais le fait de respecter à tout prix les critères européens de déficit public se traduit par des coupes sombres dans l'action publique, moins 9 milliards d'euros et la suppression de 13 160 postes dans la publique d'État. C'est donc une politique voulue de diminution des services publics de proximité, d'abandon de missions de services publics et de commandes publiques en moins qui auront des impacts économiques et sociaux dramatiques. C'est le résultat de la capitulation de ce gouvernement devant les oukases de la Troïka et son acceptation des récents traités européens après les avoir critiqués. Quelle honte, en effet, pour un chef d'État d'accepter l'abandon de souveraineté pour aller plancher devant la Commission européenne et présenter au proviseur Barroso sa copie budgétaire aux normes de la Troïka. Quelle honte, quelle soumission! Oui, mes chers camarades, j'accuse ce gouvernement d'avoir abandonné le terrain du combat contre les ultralibéraux, responsables de la crise que nous traversons, pour se soumettre à leurs diktats et ainsi faire allégeance aux marchés financiers. À partir de ce positionnement politique, le reste en découle naturellement et logiquement. Il en est ainsi de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier de cette année, voulu et signé par le patronat, la CGC, la CFTC et la CFDT. Vous aurez à plusieurs reprises l'occasion de manifester. C'est probablement la plus grave atteinte aux droits des salariés. Cet accord n'est pas un accord de sécurisation de l'emploi, mais c'est bien un accord qui institue plus de flexibilité pour les salariés sans aucune contrepartie réelle et concrète pour les patrons. C'est un texte qui lorgne vers la flexibilité à l'anglo-saxonne et à l'allemande. C'est un texte qui institutionnalise le chantage à l'emploi et qui diminue les prérogatives des représentants du personnel, notamment des CHSCT dans les entreprises.
C'est un texte qui déséquilibre les relations entre les patrons et les salariés. Nous devons non seulement être vigilants à son application dans les entreprises, mais aussi nous battre contre ces dispositions. Mais mes chers camarades, le meilleur combat est de continuer à en exiger le retrait. Évoquant la question du budget, j'ai parlé de la dette sociale. Ah, que la sémantique est utile et efficace. Dette sociale et non pas investissements sociaux, richesse sociale, car cela représente une richesse et un apport à l'économie en dehors du bienfait humain que cela induit. Dette sociale donc pour la Cour des comptes qui fustige les dépenses de la sécurité sociale dans son ensemble. Le budget 2014 prévoit une restriction des droits sociaux de 9 milliards en grande partie sur l'assurance maladie. Et ce sont également et surtout les hôpitaux qui sont montrés du doigt, accusés de gabegie, alors que bon nombre d'entre eux ne sont plus capables de remplir et d'assurer leur mission de soins. De politique qui est appliquée consiste à asphyxier l'assurance maladie pour ensuite constater son inefficacité et transférer des pans entiers au secteur privé lucratif. Est-ce un hasard si au moment de la discussion du budget 2014 fleurissent ici et là, partout, des interventions de tout horizon politique pour demander le transfert des missions des hôpitaux publics aux cliniques privées? Si à travers tout le territoire, des facilités sont accordées au secteur privé en et place des organismes de sécurité sociale, ne faut-il pas aussi s'interroger sur le rôle de la mutualité qui bénéficie à plein de ces transferts et qui s'en réjouit? Disant cela, je ne remets pas en cause le rôle et la nécessité des mutuelles complémentaires santé, les vraies, mais nous devons nous interroger sur la place qu'elles prennent en lieu et place de la sécurité sociale elle-même. Sécurité sociale qui voit ses missions réduites et rabotées au gré des financements. Assurés sociaux et allocataires qui font doublement les frais de ces amputations, en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant que citoyens imposables, car ils paient au final, par leurs impôts, les exonérations de cotisations sociales patronales accordées par l'État sur le budget. 30 milliards d'euros par an, bon an, mal an. Et ces cadeaux accordés au patronat sans contrepartie ni évaluation vont continuer, car le projet transféré sur l'impôt, les cotisations sociales familiales est toujours dans les cartons. Cela représenterait un nouveau cadeau de 34 milliards d'euros qui serait payé par l'impôt, par vous, par moi, par nous tous. Cela représente aussi une nouvelle attaque contre le principe du salaire différé. Mes chers camarades, la Sécu n'appartient pas à l'impôt, n'appartient pas à l'État. La Sécu, c'est l'expression concrète de la solidarité ouvrière. Chacun a des droits en matière de maladie, de retraite et de famille selon ses besoins, en cotisant sur son salaire selon ses moyens. Les coupes dans les budgets de la sécurité sociale ont des conséquences graves aussi pour les personnels de ces organismes. Fermeture de centres, de dispensaires, régionalisation des URSSAF, alourdissement des tâches des CAF, regroupement de caisses, fermeture d'agences CARSAT, austérité salariale, dégradation des conditions de travail, réduction des acquis sociaux, réduction du droit syndical, etc. La liste serait encore trop longue. La liste est longue donc des conséquences pour les personnels de la déclinaison de l'austérité. Mes chers camarades, en ce début octobre, le 4 précisément, était le jour anniversaire de l'ordonnance de 1945 instaurant la sécurité sociale. N'oublions jamais, jamais le rôle joué par notre fédération
dans sa fondation et dans sa défense. Le temps passe, mais le principe du salaire différé, des droits et non pas de la charité est intangible. Nous n'accepterons jamais la Sécu des pauvres. La Sécu est à nous, celle de 1945, celle des valeurs du Conseil national de la résistance, celle qui garantit l'égalité de traitement et l'égalité d'accès aux soins. Parler de la Sécu, c'est aussi évoquer la question des retraites. Depuis notre précédent congrès à La Rochelle en 2009, nous avons subi 2 attaques majeures à l'encontre de nos retraites, celle de 2010 et celle de cette année, l'actuelle. 2 contre-réformes motivées uniquement par la volonté d'allonger l'âge effectif de départ en retraite. 2 contre-réformes de fait, dictées par les marchés financiers. Chers camarades, il n'y avait pas d'urgence. L'essentiel des difficultés du régime général provient des conséquences de la crise actuelle. Seule une relance économique, créatrice d'emplois, peut rééquilibrer durablement le régime. Et puis, il ne manquait que 7 milliards d'euros à l'horizon 2020. Était-ce si difficile de trouver quand ce gouvernement est capable de distribuer des milliards de cadeaux au patronat? Et la guerre au Mali, elle coûte combien? De fait, je le redis, le seul élément fondamental est le recul de l'âge effectif au départ en retraite. Rappelons-nous que cela a été le marqueur de l'intervention présidentielle bien avant que ne soit entamée la concertation. Ce n'est qu'une réforme idéologique, une de plus pour satisfaire aux injonctions de la Commission européenne, qui d'ailleurs est intervenue publiquement pour faire pression et qui a ensuite estimé que cette contre-réforme n'allait pas assez loin. De fait, elle pénalise les jeunes générations qui ainsi partiront à 67 ans, voire 70 ans, tandis que la grande partie des générations actuelles partiront à 65 ans. C'est donc une réforme anti-jeune et un marqueur idéologique de la politique d'austérité. Mais c'est aussi et surtout une nouvelle remise en cause majeure de nos droits et de nos acquis sociaux. Nous devons continuer à dénoncer et à combattre ces mesures, à rechercher la meilleure efficacité et les moyens d'y arriver. Une réforme des retraites est aussi nocive sous un gouvernement de droite que sous un gouvernement soi-disant de gauche. Mes chers camarades, je ne peux pas conclure sur ce sujet des retraites sans évoquer l'interview de Laurent Berger, patron de la CFDT. Vous avez dit qu'il y en aurait d'autres. Interview donnée aux Parisiens le 18 septembre. Au moment où nous expliquions, où nous mobilisions, il disait en avoir assez du syndicalisme, de la désespérance, nous visant ainsi directement. Personnellement, et vous-même j'en suis sûr, je ne connais ni la désespérance, ni la résignation, et je sais que nous sommes, nous, ni des syndicalistes de la soumission, ni des syndicalistes de la collusion. Nous sommes des syndicalistes de la résistance et du combat. C'est d'ailleurs le sens du combat que nous menons afin de faire respecter le repos dominical. Ces dernières semaines, ce dossier a occupé tous les médias, car ce que nous craignons, et ce sur quoi nous avions alerté les politiques à l'époque de la discussion de la loi Mallier, s'étale partout. À savoir que cette loi Mallier est une usine à gaz qui crée des situations inextricables et aberrantes aux frontières des zones créées,
qui instaure des salariés à deux vitesses gérées différemment et qui établit également des distorsions de concurrence aux frontières des zones pouvant ouvrir ou non le dimanche. De fait, le constat fait par notre fédération ces dernières années montre que partout, il y a des tentatives de généraliser le travail du dimanche dans le cadre de la loi, mais le plus souvent en dehors de la loi et même avec l'accord des préfets dont la mission devrait être de faire respecter la loi républicaine. Cela s'ajoute à la multiplication et à l'augmentation des amplitudes d'ouverture, aggravant les conditions de travail et de vie des salariés du commerce, dont au passage la plupart sont payés au SMIC, voire en deçà du SMIC, car plusieurs branches disposent encore de minima en deçà du SMIC. Il ne vous a pas échappé, mes chers camarades, que le combat de la généralisation de l'ouverture de tous les magasins le dimanche est mené par la grande distribution. Il ne vous a donc pas échappé que ce combat est motivé par le fait de gagner des parts de marché sur le concurrent. Premier arrivé, premier installé, premier servi. Mais pour la grande distribution dans son ensemble, la motivation principale est de gagner des parts de marché sur le petit commerce de proximité en le tuant purement et simplement. Quand la grande distribution crée un emploi, c'est 2 à 3 emplois qui disparaissent dans le petit commerce. Tuer le commerce de proximité, c'est assécher les centres-villes et les zones rurales. Donc un combat social, économique et sociétal. Mes chers camarades, cette bataille en faveur du repos dominical ne remet pas en cause évidemment la nécessité de faire fonctionner le dimanche les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, de la santé, de la sécurité et des transports, évidemment. Par contre, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais la généralisation et la libéralisation à outrance. N'oublions pas là non plus que l'histoire de notre fédération s'est construite autour de cette revendication. Un jour de repos pour souffler, se retrouver, se reposer. Ce sont les salariés et eux, les salariés féminines du commerce, qui se sont regroupés voici plus de 120 ans pour obtenir ce repos. Notre combat est là aussi en faveur d'une société humaine où tout n'est pas que marchandise et marchandisation. Sur le plan de l'action internationale, la question du travail du dimanche ou du repos dominical est aussi un sujet de préoccupation syndicale européen. Et je tiens à souligner ici l'excellent travail mené par nos camarades du commerce au sein d'UNI. UNI est l'internationale des services à laquelle nous sommes affiliés aussi bien au plan européen qu'au plan mondial. Et cette action a permis d'unifier les actions des différents pays européens sur cette question. Mes chers camarades, notre fédération a toujours été très impliquée dans l'action syndicale internationale, au plan européen notamment. Ce fut le cas à l'époque de l'ex-FIET pour ceux qui l'ont connu. C'est encore plus le cas aujourd'hui, aussi bien au plan européen qu'au plan mondial. La situation de crise a été l'occasion, en étant présent, de pouvoir faire partager nos analyses et nos revendications, même s'il existe encore des clivages marqués avec nos camarades des pays du nord de l'Europe. La fédération est ainsi impliquée par l'intermédiaire des sections fédérales dans de nombreux projets et échanges syndicaux. Elle est également très impliquée dans le dialogue social sectoriel européen, là où il existe au sein de la Commission européenne. La dernière mandature a été marquée par l'organisation du Congrès Uni-Europa par les affiliés français à Toulouse en octobre 2011. L'implication de la Fédération, des syndicats locaux et de l'Union départementale de Toulouse
a permis à notre organisation de montrer son dynamisme et son efficacité. La présence de très nombreux jeunes et jeunes militantes de notre organisation a marqué les esprits et a marqué les esprits de nos camarades internationaux. Et pour tout vous dire, nous avons été à Toulouse plus nombreux, plus impliqués, plus déterminés, plus dynamiques que la seule CGT. Reste à concrétiser grâce à l'action et à l'implication de la section fédérale des organismes sociaux de sécurité sociale, la création d'un secteur au sein d'UNI consacré aux assurances sociales, c'est le terme qui est employé, qui est compris par l'ensemble des pays européens, eu égard à l'importance de ce secteur et aux attaques et remises en cause dont il est victime partout. Chers camarades, partout le droit syndical et local sont attaqués. Dans tous les secteurs et toutes les entreprises, nous remontent des faits où systématiquement nos élus et militants font l'objet de pression. Il faut y voir là une des conséquences de la loi de 2008 sur la représentativité. En effet, à partir du moment où la loi remet en cause et s'attaque à la liberté syndicale, cela engendre un sentiment d'impunité propice à toutes les attaques. N'oublions pas, mes chers camarades, que cette loi est le résultat de la position commune CGT-CFDT. Les années passent, les leaders syndicaux changent, mais les appareils syndicaux restent les mêmes et obéissent à la même stratégie, affaiblir les autres organisations syndicales pour mieux exister, quitte à servir la soupe au patronat. Car n'oublions pas que la loi de 2008, validée par la CGT et la CFDT, a permis de modifier la hiérarchie des normes et d'un accord majoritaire. Un accord d'entreprise peut être en deçà des dispositions minimales de la loi. Chers camarades, tout était écrit, tout était prévu. Seul resterait le grand méchant mou et celui qui signe tout. Mais patatras, les premiers résultats de la représentativité confortent notre organisation comme étant la troisième organisation syndicale du pays et la plus petite des grandes organisations syndicales et non pas la plus grande des plus. Mais ce n'est pas tout, mes chers camarades. Les élections dans la fonction publique ont porté Force ouvrière à la première place. Tout cela rend notre organisation, ses structures et son secrétaire général confédéral incontournables. Ceci étant, chers camarades, les dispositions légales en matière de représentativité sont uniques et doivent purement et simplement être abrogées. En ce qui concerne notre fédération, nous avons dû entamer des contentieux, tout comme d'ailleurs c'est le cas au plan confédéral, face aux nombreuses erreurs constatées dans la remontée des résultats. Et vous notez que je parle d'erreurs. En fait, d'erreurs, on a pu constater que c'était bel et bien souvent voulu parce que ça visait quasiment que notre seule organisation syndicale. Est-ce un hasard? Nous avons ici ou là à souffrir, certes, du seuil des 10%, comme d'ailleurs cela est le cas pour les autres syndicats signataires de cette position commune. Mais nous confortons notre place, voire même nous progressons et nous voyons notre nombre d'implantations sur le périmètre de notre fédération augmenter. Disant cela, vous pouvez constater le sourire du trésorier général qui voit le nombre de cartes et de timbres placés augmenter d'année en année. Oui, mes chers camarades, nous gagnerons la bataille
de la représentativité en multipliant nos implantations et en donnant ainsi la possibilité de voter pour notre organisation. Mais avant tout, notre fédération doit multiplier son nombre d'adhérents. Seul compte la force de l'adhésion. Cela assure l'indépendance syndicale, mais aussi l'indépendance financière. Le développement est donc l'axe majeur de notre action. Nous avons les bonnes analyses, les bonnes revendications. Faut-il encore les faire partager et faire adhérer et voter pour Force ouvrière? Pour se développer, faut-il encore s'en donner les moyens? Notre implantation historique dans les secteurs des prestataires de services, de Syntec, et autres secteurs dits des services étaient faibles, voire inexistantes. Un effort de développement et de structuration de ces secteurs est effectif et concret depuis 2008. Il a donné de résultats en termes d'implantation et de nouveaux militants. Certes, nous avons encore du travail pour obtenir notre place et toute notre place dans ces secteurs. C'est pourquoi j'ai présenté dans les instances de la Fédération la demande émanant des militants de ces secteurs de la création d'une section fédérale spécifique dite des services. C'est un axe de développement très important pour notre fédération, mais aussi pour notre confédération. Cette création a été présentée, débattue et votée par le Conseil national de la Fédération au mois de mai. C'est pourquoi je demande au Congrès de voter favorablement la demande de création de la section fédérale des services. Ce sujet est aussi, outre du sujet du développement, sur notre fonctionnement interne. Sans revenir sur les détails du rapport d'activité écrit, je dois souligner que des efforts importants en termes de moyens et de formation ont été réalisés par la Fédération ces dernières années. La vie de toute structure humaine, et donc syndicale, est parfois faite d'aléas. Il en est ainsi de notre fédération, au travers du dépôt de plainte que nous avons dû déposer en 2011, après avoir été saisis de dysfonctionnements impactant la section fédérale des OSDD. Je tiens ici à remercier les camarades de Ronstadt et particulièrement Jean-Pierre Lac pour leur action. Les temps difficiles que nous traversons font aussi que nous sommes attaqués de toutes parts. Dans les nombreuses actions juridiques que nous devons entamer, la partie adverse s'acharne d'abord à nous débouter sur la base de nos statuts et de nos obligations légales. C'est pourquoi la Fédération a été amenée à remanier complètement ses statuts pour à la fois les rendre plus lisibles, mais aussi pour tenir compte de la nécessité de se protéger juridiquement ainsi que l'ensemble de ces structures. À cet effet, un groupe de travail réunissant des représentants de toutes les sections fédérales, aidé du juriste de la Fédération Samuel Gendre, a pris durant une année avant de présenter ses travaux aux instances de la Fédération. Le projet de statut a été soumis au Bureau fédéral du mois de mars 2013 qu'il a adopté à l'unanimité, à la commission administrative d'avril 2013 qu'il a adopté à l'unanimité, puis au Conseil national de mai 2013 qu'il a également adopté à l'unanimité. Ce projet de refonte complète des statuts est soumis au vote du Congrès. Mes chers camarades, j'en viens à la conclusion de mon intervention. Comme je le disais au début, ce Congrès est exceptionnel.
C'est le congrès des 120 ans de notre fédération. Plus de 120 ans de combat en faveur des droits collectifs et individuels des salariés de nos professions. Plus de 120 ans de combat où ont alterné des périodes difficiles et d'autres moins. Mais nous savons tous, ici, que période difficile ou pas, seule l'action revendicatrice et le rapport de force avancer concrètement nos intérêts. Dans l'histoire du syndicalisme, rien n'arrive miraculeusement. Tout se gagne. Comme il n'est pas nouveau que le patronat et ses acolytes cherchent à nous abattre. L'histoire de notre fédération le montre. À chaque fois, nous nous sommes battus et nous en sommes ressortis plus forts et avec de nouveaux droits pour les salariés. Être militant, c'est le contraire de la résignation. Être militant à la FEC, c'est résister, battre et contractualiser. Mes chers camarades, soyons fiers de ce que nos anciens ont réalisé. Soyons fiers de ce que nous sommes et des valeurs que nous portons. Nous sommes ici à Perpignan, debout, fiers, déterminés et combatifs. Vive la Fédération des employés cadres Force ouvrière, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière, et en avant les revendications!